Oui. Chers Rotariens, chers invités, bienvenue au Rotary Club Beirut Cedars. Je suis vice-président Rodolphe Melki. Je suis le président du comité administratif du Rotary Club Beirut Cedars et je suis très heureux et je souhaite la bienvenue à notre intervenant, M. Charles Arbit. Et avant de le présenter, je souhaite vous présenter le guide des semaines à venir, l'agenda des semaines à venir. Alors, je vais le faire en anglais. On Wednesday, March 30, we have past District Governor Jean-Luc Perrin from Rotary International. He is the representative to the United Nations in Geneva, and the topic will be le Rotary et les Nations Unies. It's a very interesting topic. I invite you all to be there. On April 13, we have Dr. Georgette Zinatti, who will be coming in part 2, because earlier we had part 1, and her topic will be barriers and bridges, the role of allies and champions in female success. Ça va être quelque chose de très intéressant et je vous invite tous à y participer. Avant de présenter notre cher speaker, je vais demander au président Ronnie Farra de nous parler du Rotary de notre club. Président, la parole est à vous. Merci Rodolphe. Plus de 800 millions de personnes dans le monde survivent avec moins de 1,90 $ par jour. Les membres du Rotary cherchent des solutions durables pour lutter contre la pauvreté. Afin d'instaurer des changements positifs et durables face à la pauvreté, les Rotariens du monde entier travaillent au développement économique et local avec l'aide de la Fondation Rotary. C'est un des 7 axes stratégiques du Rotary international. Le Rotary crée des opportunités pour aider des individus, communautés et collectivités défavorisées à prospérer économiquement et socialement. Les Rotariens et la Fondation soutiennent des entrepreneurs locaux, particulièrement des femmes, dans les communautés défavorisées. Les principales causes de la pauvreté sont le chômage, le sous-emploi, le manque de formation et l'absence de perspectives économiques et de protection sociale. L'emploi de qualité représente le moyen essentiel pour instaurer des conditions économiques et sociales durables et pour venir à bout de la pauvreté. Les actions menées par les Rotary Clubs du monde entier afin d'aider les populations locales à créer ou à développer des emplois durables sont nombreuses et variées. Pour bénéficier des subventions mondiales, les activités en faveur du développement économique et local doivent répondre à certains des objectifs suivants. Premièrement, renforcer les capacités d'entrepreneurs, de leaders, d'organisations et de réseaux locaux afin qu'ils puissent soutenir le développement de collectivités défavorisées. Deuxièmement, favoriser la création d'emplois productifs. Troisièmement, réduire la pauvreté dans les communautés défavorisées. Quatrièmement, financer des bourses d'études pour des étudiants se dirigeant vers une carrière dans le domaine du développement économique et social. Notre club, le Rotary Club Beirut Cedars, continue à aider dans les 7 axes stratégiques du Rotary et essaie en ce moment de trouver les fonds nécessaires pour mener à bon terme un projet de développement économique et social à Tanaïl dans la Bekaa. À toi, Rodolphe. Merci beaucoup, Président Ronnie. Avant de présenter notre intervenant, je souhaite attirer votre attention que vous pouvez à tout moment, pendant la présentation de M. Arbit, de nous envoyer vos questions si vous regardez en bas de votre écran, à l'endroit où il y a écrit chat, et ces questions auxquelles je me ferai un plaisir de les poser à M. Arbit après sa présentation. Bien sûr, ces questions peuvent être en français ou bien en anglais. So just to inform you that you will have the opportunity to put your question in the chat area during the presentation of Mr. Arbid and after his presentation as well. And you can write them in English or in French, and Mr. Arbid will have the pleasure to answer them.
So I would like to introduce our guest, Mr. Shar Arbid, qui est né le 29 août 1964 au Liban. Il est marié et a 2 enfants. Monsieur Arbid est de nationalité franco-libanaise, comme moi. En ce qui concerne ses engagements socio-économiques, il est président du Conseil économique et social depuis décembre 2017, président fondateur de l'Association libanaise de la franchise LFA de 2006 à 2017, président de la Fédération méditerranéenne de la franchise de 2012 à 2017, président du Renouveau grec catholique, vice-président de l'Association des industriels libanais de 2006 à 2010, membre fondateur de Badr, programme de soutien aux jeunes entrepreneurs libanais, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce internationale, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-libanaise. Parmi ses activités, il est le président directeur général de Carlson Holding SAL, ainsi que PDG de Rectangle Jaune SAL dans l'industrie, PDG de Retail Inc. SAL, Operations and Development de Concept Retail. En ce qui concerne ses études, il a une licence en économie à l'Université américaine de Beyrouth, AUB. En ce qui concerne ses décorations, M. Arbid est chevalier de l'Ordre de l'Étoile d'Italie. M. Arbid, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir participer avec vous ce soir. Je remercie M. Milke, évidemment, et le président Fadla de m'avoir donné la possibilité d'intervenir sur un sujet qui me tient à cœur quand il s'agit de redressement économique et quand il s'agit de parler un peu du rôle du CES dans ce redressement économique. Je vais essayer de diviser mon intervention sur 2 plans. Un premier plan, je vais vous parler un petit peu et rapidement du Conseil économique et social et ce que nous faisons, et ensuite lier tout ça aux réformes et à la reprise économique. Bon, le CES, comme vous savez, ce conseil est un des points principaux de l'accord de Taïf, une des réformes principales de Taïf, où à l'époque, ils ont voulu créer une plateforme, je dirais un genre de parlement économique et social pour ramener toutes les forces vives, actives et productrices vers un dialogue social et économique et de pouvoir participer à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, le Conseil est, si je peux dire un peu, le premier conseiller du gouvernement et on prend souvent nous-mêmes la position de donner un peu des avis ou d'essayer d'aider un peu dans tout ce qui est politique publique. Évidemment, le Conseil est formé de toutes les forces actives. Il s'agit de 71 membres dans l'Assemblée générale qui sont nommés par le gouvernement, mais de par un principe très compliqué où de certains secteurs et certaines associations, chambres, etc., vont nommer le représentant et le gouvernement va nommer les 71 membres de l'Assemblée qui, elle, va réélire un bureau de 9 et ce bureau-là va élire un président, un vice-président. Nous avons un directeur général aussi qui est nommé par le gouvernement et nous sommes une institution étatique financée par le budget du Premier ministre. C'est un petit budget, mais nous travaillons avec tous les membres et une très petite équipe administrative pour essayer de suivre et de donner tous les avis et de ramener tous ces gens à un dialogue social. Bon, ça c'est un peu dans les grandes lignes. Ce qui est intéressant de ce que nous faisons actuellement, c'est principalement les réformes de notre loi. Donc, nous avons présenté avec 8 parlementaires une modernisation de loi qui est actuellement au Parlement. Nous souhaitons qu'elle sera votée avant la fin de ce mandat. Cette loi a pour but, parce qu'elle a été inspirée aussi du renouvellement de la loi du Conseil économique, social et environnemental français, où nous ramenons avec nous aussi les sujets environnementaux. Donc, nous passons d'un Conseil économique, social à économique, social et environnemental. L'idée de base, c'est la participation citoyenne. Donc, cette nouvelle loi va ouvrir la porte à ce qu'il y ait une participation citoyenne dans divers secteurs qui peuvent être dans cette plateforme-là et donner l'avis et influencer
si possible, les politiques sociales. Bon, le Conseil économique souhaiterait évidemment être un levier de changement. Ce n'est pas seulement une assemblée, on n'est pas là pour dire on participe à une assemblée, mais c'est un lobby group où nous travaillons sur base d'information, sur une base de networking et sur une base de lobbying. Donc, c'est principalement un peu ce rôle que nous jouons au Conseil. Évidemment, on est souvent un peu choqué, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Libanais, comme beaucoup de citoyens, quand nous voyons ce qui se passe dans le pays. Donc, nous apportons toujours des solutions à des sujets bien précis. Dans ce mandat, nous avons travaillé sur beaucoup de papiers, beaucoup de produits, parce qu'on essaye toujours de sortir des produits qui puissent être faciles, flexibles et qui puissent amener des solutions à tous les problèmes. Le dernier était la carte de subvention, quand nous avons pu réunir tous les partis politiques avec une dizaine d'experts économiques pour amener la philosophie de cette carte de subvention, pour rationaliser les subventions. Bon, on était en conflit avec l'ex-ministre dans l'ancien cabinet. Quand il s'agissait un peu des subventions, on a présenté tout un projet pour dire qu'il faut arrêter de subventionner des produits, il faut subventionner des familles. Et c'était ça un peu la psychologie de ce que nous avons travaillé. Bon, ça a été adopté, la Banque mondiale a adopté notre point de vue et nous avons sorti ce papier, ce projet qui malheureusement n'a pas encore vu le jour et nous espérons que bientôt ça sera mis en œuvre et il y aura des aides et des subventions pour 400 000 familles qui ont déjà commencé à s'inscrire, qui se sont toutes inscrites, évidemment avec des critères bien précis, bien clairs, avec beaucoup de transparence, contrairement à tout ce qu'on dit, mais c'est une aide sociale directe à ces familles-là. Donc, c'est un peu ce que nous faisons au Conseil. Bon, ceci dit, il reste aussi à pousser, à travailler sur une philosophie de participation. Le politique dans ce pays, tout cet univers-là, n'est pas habitué à consulter les gens, à consulter les citoyens dans des idées de base. Il y a un groupe, comme vous le savez, de politiciens qui, eux, entre eux, quelques partis, quelques leaders, qui, eux, entre eux, dictent certaines politiques et tout fonctionne. Donc, cette démocratie participative est l'essence même de ce que nous essayons d'apporter à notre travail. On avance là-dessus, c'est lent, c'est vrai, mais c'est déjà un premier point. Le Conseil est censé être une plateforme où aussi toutes les ONG peuvent aussi venir donner leur avis, participer, présenter des projets, présenter des idées et des initiatives. Vous savez qu'avec le redressement, ou bien ce que nous appelons la Saoura du 17 octobre, il y a eu une grande friction entre une partie des Libanais d'un côté et une autre d'un autre côté. Je crois que le Conseil économique et social a pris l'initiative à l'époque d'essayer de faire le point et de faire le pont, donc d'être un trait d'union entre ce soulèvement et les partis politiques. Nous avons réussi à sortir un papier qui a été adopté à l'époque, des demandes de ces gens de la Révolution, qui étaient très claires, et nous avons avancé ce papier à tous les partis et à tous les responsables. Bon, comme beaucoup de choses, ça a été mis un peu de côté, mais ça a été fait. Au moins, ce que nous faisons dans le Conseil, c'est que nous proposons des solutions et des solutions pratiques, faciles à exécuter. Maintenant, nous ne sommes pas dans l'exécutif, malheureusement. Donc, ce que nous faisons, c'est donner des idées et avancer des solutions. Ça, c'est au niveau du Conseil. Pour parler un petit peu dans le global de la situation et du redressement économique et social, la situation du pays, vous la connaissez tous parce que vous suivez de très près chacun dans son secteur où on en est. Si j'ai à décrire un petit peu actuellement où nous en sommes et qu'est-ce qui pourrait advenir dans le futur proche. C'est clair que la situation économique est tout à fait bloquée. Elle est bloquée par un mot qui explique très bien et qui décrit très bien la situation, qui est stagflation. Nous sommes dans une situation où il y a une stagnation d'une part et une inflation d'autre part. Donc,
il est impossible dans ce système économique de pouvoir relancer l'économie. En plus, le problème bancaire et financier, le secteur bancaire, vous connaissez tous l'histoire, est tout à fait bloqué, sans aucune issue de réforme. Et c'est là où nous avons proposé un plan de réforme pratique pour que petit à petit, les banques puissent reprendre confiance et que les gens puissent reprendre confiance dans le secteur bancaire. Et nous avons demandé aux représentants du secteur bancaire, à l'association des banques, de proposer eux-mêmes une feuille de route à ce niveau. Ceci peut être très utile pour toutes les négociations que nous avons avec le Fonds monétaire international. Nous suivons de très près ces négociations-là. Malheureusement, je vous dis que jusqu'à la minute où nous sommes en train jusqu'à maintenant, nous n'avançons pas dans les discussions avec le Fonds monétaire. Tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'était des idées générales. Le Fonds monétaire a proposé une feuille de route. Malheureusement, ça n'a pas été complètement admis encore. Et nous sommes tout à fait au début de ces négociations-là. Je vais dire quelques mots là-dessus, sans toutefois pouvoir tout dire, parce qu'il reste aussi un côté dans les négociations. Mais aujourd'hui, à ce moment où nous parlons, le Fonds monétaire, évidemment, nous demande des réformes structurelles, nous demande un changement rapide au niveau, comme vous le savez, de l'électricité. Nous avons présenté un plan, mais qui n'avance pas, parce que vous connaissez les problèmes politiques là-dessus. Ils ont demandé des réformes sur une dizaine de lois. Il y en a 2 qui sont passées déjà. Il y a encore 7 ou 8 qui, malheureusement, sont encore tout à fait bloqués. Ils ont demandé la restructuration du secteur bancaire. Ils ont demandé l'ajustement du taux de change et l'unification du taux de change. Et là, il y a toute une rhétorique là-dessus qui est ce que nous appelons le payment system. Tant que nous sommes dans ce payment system actuel, qui est complètement fou, parce que c'est un système qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais été vu dans nulle part au monde. C'est un système qui représente sur 6 modes de paiement différents. Et là, vous le sentez dans votre travail chacun, parce que je vois parmi vous aussi des hommes d'affaires. Donc, ce payment system doit absolument, avec l'unification du taux de change, être un des points principaux des réformes demandées par la Banque mondiale. Et ça, c'est un point de pression que nous, au Conseil, on essaye avec le gouverneur de la Banque centrale et toutes les instances financières de régulariser tout ça. Je passe à un autre point qui est un peu dans le secteur social, si je peux dire, parce qu'il ne suffit pas de penser économique, mais il faut surtout penser social. Dans le niveau social, comme mon cher ami Ron a dit, parce que j'ai noté quelques mots, il y a le problème de la pauvreté, qui reste le problème majeur de notre société. Si on donne des chiffres, la Banque mondiale aujourd'hui parle de plus que 55% de taux de pauvreté. Bon, moi, je pense que c'est un peu exagéré, mais si de toute façon, que ce soit un peu plus ou un peu moins, mais nous avons un taux de pauvreté jamais atteint dans notre société. Nous avons un taux de chômage qui est de l'ordre de 40%, ce qui est aussi vraiment un taux de chômage jamais vu dans aucune économie, dans aucun pays. Et ceci nous amène à une pauvreté aiguë, le problème de la migration, qui reste aussi un problème social important. Et ces 2 points-là sont en train de nous amener à des changements sociétaux. Et c'est là où nous, au Conseil, nous mettons vraiment tout l'intérêt que nous pouvons. Donc, le Liban connaît actuellement un changement sociétal très dangereux, où une grande partie de la classe moyenne, ou disons ce qui reste de la classe moyenne, est en train de basculer. Et ceci est accompagné d'un mouvement de migration. Et c'est la 3e vague de migration qu'on a connue depuis 50 ans. Et ceci risque de changer la structure sociale de notre pays. Et malheureusement, ça peut nous prendre vers un niveau de pauvreté très aigu, très poussé. Et comme vous le savez, quand on passe à ce niveau de pauvreté, on va vers des problèmes sociaux très aigus et très difficiles à régler. Bon, disons quelles sont maintenant les solutions que nous proposons. La base de nos propositions vont un peu dans le sens du FMI. Donc,
réformes structurelles, hein, engagement de l'État à faire les élections, et ça c'est très important parce que ça donne aussi beaucoup de sérieux, parce que jusqu'à cette minute-là, croyez-moi, beaucoup de gens ne sont pas très chauds pour ces élections-là. Je pense que chacun de nous, en tant que citoyen, devrait pousser dans le sens à ce que ces élections aient lieu pour commencer à avoir un petit changement au niveau de la Chambre. Et ça, c'est quelque chose de demandé par la communauté internationale et qui peut aussi ramener un peu de confiance et changer un petit peu cette classe politique. Donc, réforme, restructuration des secteurs. Là, je vais pas vous lister parce que vous les connaissez. Électricité et tout ça, on en a parlé. Et le point important que j'aimerais soulever avec vous, c'est l'éducation. Il n'y a pas de solution à la pauvreté que par un biais, qui est l'éducation. Education, education, education. Et c'est là où il faut que des gens comme nous, comme vous, comme tous, on puisse mettre et aider au niveau de l'éducation. Je sais que le président Farra travaille beaucoup sur le côté social. Ron, c'est très important d'aider les gens, de donner des subventions, mais tout ça, c'est temporaire. Pour essayer de sortir de la pauvreté où nous sommes, il faut éduquer les gens, il faut les aider à éduquer leurs enfants. Quelqu'un d'éduqué qui a un diplôme ne sera jamais pauvre. Donc, c'est là où notre système éducatif est en train de régresser. C'est vrai qu'au niveau de la santé, nous avons des soucis, mais ça, on peut reprendre. Le problème majeur social, c'est le niveau éducatif. De plus en plus, nous le perdons. Et nous, les Libanais, on a été toujours très connus par un système et par un niveau éducatif très haut. Donc, il faut qu'on se mette comme but de garder un peu, de reprendre ce niveau éducatif et dans le but de pouvoir, autant que possible, cerner un peu les niveaux de pauvreté. Comment créer une politique sociale? Ça, c'est aussi un point important. On parle toujours de politique sociale au Liban. Si la politique sociale, elle est bonne ou mauvaise. Moi, je vous dis, elle n'existe pas. Historiquement, nous n'avons jamais eu une politique sociale pour qu'on puisse la décrire en bonne, mauvaise, efficace ou pas. La politique sociale devrait être basée sur 2 points. Un premier point, l'égalité des chances. Il n'y a pas de politique sociale s'il n'y a pas des égalités de chances. Que tout le monde soit à chance égale de pouvoir trouver des emplois, de pouvoir avoir un système de santé, un système éducatif et tout le côté social. Le deuxième point, nous aurons une politique sociale au moment où nos besoins, le besoin des gens, surtout d'un certain niveau, quand les besoins deviennent des droits, nous aurons à ce moment une politique sociale. Et ça, c'est culturel, c'est quelque chose de basique pour qu'on puisse arriver à dire nous avons une politique sociale qui permet à chacun de pouvoir vivre décemment dans ce pays. Je suis de ceux qui n'ont pas vraiment le grand souci économique. Le problème économique, on a des solutions pour ça. Elles existent. On pourrait les trouver avec une aide internationale, avec une reprise. Si jamais on arrive à sortir du gaz, on pourra avoir une solution économique. Mais les problèmes sociaux, au fur et à mesure que le temps passe, ils vont devenir de plus en plus profonds et de plus en plus sérieux avec ces changements dont on a parlé avec la migration. Je pense que nous aurons à ce moment une transformation du Liban que nous aimons et du Liban qu'on connaît et qui malheureusement, si ça change, on ne pourra jamais récupérer. Là, je dirais, je parle du Libanese way of life, l'art de vivre à la libanaise. C'est ça qu'il faut garder, c'est ça qu'il faut sauvegarder et nous ne pouvons le faire que si nous avons une politique sociale stable, claire et qu'on puisse un peu la développer au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Je passe à un autre point, aussi une idée de réflexion, et je vous invite à ce qu'on réfléchisse ensemble, parce que comme je vous ai dit, le Conseil est une plateforme participative. Une des questions basiques que je me suis posée et que je pose avec mes collègues, c'est imaginons ensemble comment sera le Liban dans les 25 années à venir.
comment on va vivre dans ce pays, à tous les niveaux? C'est une grande question. Et pour répondre à ça, il faut un pacte social, il faut un pacte politique, il faut un pacte politique nouveau, et il faut qu'on puisse se mettre d'accord, nous, les Libanais, comment nous allons organiser notre vie. J'avance cette idée pour vous dire que la seule et unique solution, à mon avis, in my opinion, est un point. Et ce point, il va cerner tout ce qu'on a dit avant, c'est nécessairement la décentralisation. Que vient faire la décentralisation dans notre discussion? Évidemment, la décentralisation est la seule et unique solution à tous les problèmes qu'on a décrits, que j'ai décrits dans cette intervention. Pourquoi la décentralisation? Parce que la décentralisation est le seul moyen de pouvoir décentraliser le conflit. Si nous arrivons à sortir cette loi de décentralisation, et beaucoup de gens en parlent, et certains malheureusement comprennent mal ce principe de décentralisation. La décentralisation n'a rien à voir avec la fédération. Rien à voir avec la fédération. La décentralisation, c'est une loi simple qui organise la vie des gens, chacun dans sa région, en essayant de montrer les avantages comparatifs de chaque région, où les gens vont se réconcilier avec le concept de l'État, où les gens vont payer des taxes et vont pouvoir garder un œil sur la façon dont ces taxes-là vont être dépensées et pouvoir voter pour les municipalités agrandies dans ces régions-là. Et ceci va nous amener à pouvoir nous réconcilier non seulement avec le pays en tant que tel, mais avec la région, entre nous. Ce n'est pas une division. La décentralisation va nous unir quelque part parce que nous pourrons chacun avoir le choix qu'il voudrait faire dans ces régions-là, tout en gardant des choses de base très centralisées et en gardant l'État, mais on ne va plus se disputer d'une façon aiguë et approfondie pour prendre cette force-là. Chacun va aller travailler dans sa façon avec, comme j'ai dit, des avantages comparatifs de chaque région. Et ça a été fait dans beaucoup de pays européens. C'est des expériences qui ont été vécues et je pense qu'on a tout intérêt à profiter de ces expériences-là. En France, il y a une décentralisation. En Espagne, il y a une décentralisation dans beaucoup de pays. En Belgique, partout, il y a ce système. Et à mon avis, à mon humble avis, je pense que c'est la seule façon de sortir de ce blocage dans lequel on est. Donc, si nous arrivons pour conclure un petit peu, parce que vous m'avez donné 25 minutes, c'est ça? J'ai encore un point à ajouter. J'ai encore combien de minutes? Vous prenez votre temps. Nous aimons ce que nous écoutons. Bon, donc je vais boucler un peu sur l'idée de la décentralisation pour dire c'est un débat qu'il faut ouvrir. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord, nous, les Libanais. Est-ce que c'est une solution valable, viable pour notre futur? Est-ce qu'à partir de cette solution-là, nous pouvons imaginer 25 ans de prospérité à venir? Est-ce que cette décentralisation pourrait résoudre nos problèmes internes, nos problèmes sociaux, nos problèmes économiques, nos problèmes politiques? À mon avis, oui. Et moi, je vous invite aussi à ouvrir ce débat dans votre club. Je peux vous proposer des gens qui sont encore plus experts que moi et qui peuvent venir vous parler parce que ça, c'est une concertation publique intéressante. D'ailleurs, nous ouvrons le débat au Conseil économique et il y a pas mal d'idées intéressantes là-dessus. Je conclue pour dire, est-ce que nous allons sortir de cette crise ou pas? Moi, je suis un fervent défenseur de l'avenir du pays. Je pense que nous pouvons sortir de cette crise, mais il faut aller très vite vers, comme j'ai dit, des élections libres. Et peut-être les mêmes vont revenir, une grande partie vont revenir, mais ça sera un bon début de changement. Il faut s'engager dans une politique de productivité que nous avons perdue dans les 3 années. Il faut revenir à la production. Nous sommes à un niveau de productivité très bas. Il faut revenir à la production. Il faut revenir à l'export. Il faut ramener le tourisme. Bon, comment on fait tout ça? Il faut une confiance, il faut une stabilité, il faut un pacte social, il faut un pacte politique, mais aussi, il faut aussi qu'il y ait un ordre régional. Je conclue sur 2 mots, si je peux dire,
deux mots en politique. Si on se rappelle, dans les années 90, il y avait eu un nouvel ordre régional, a regional order, un settlement, et il y a eu un contracteur et un garant. C'est comme ça que ça avait été arrangé. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un pacte interne, nous avons besoin d'une stabilité régionale. Bon, nous sommes maintenant dans une turbulence avec ce qui se passe aussi en Ukraine. Ça, c'est aussi une nouvelle donne qui va changer la région, qui peut-être risque de changer le monde. Donc, mais si jamais il y a un regional settlement et que nous arrivons, nous, les Libanais, à nous mettre d'accord sur cette transformation dont j'ai parlé, qui, à la tête de cette transformation est la décentralisation, nous pourrons recommencer à remonter la pente. Malheureusement, je fais partie de ceux qui ont vécu la guerre. Depuis que je suis né, je ne vois que des jours difficiles. Mais comme vous, je connais un peu l'esprit de votre club et j'apprécie et je salue l'esprit de votre club pour vous dire que nous croyons tous à ce pays et il faut qu'on garde l'espoir. Les temps sont très durs à chacun de nous, chacun dans ses affaires, chacun là où il est, dans ses familles. Moi, je suis de ceux qui se posent 20-30 questions par jour et souvent, je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais malgré bon gré, il est agréable de vivre au Liban, il est agréable d'avoir des gens et des amis comme vous. Et voilà, on va garder l'espoir. Mais il y a beaucoup à faire. Et vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des doers. Donc, moi, je vous invite à participer à cette transformation, à ce débat de politique sociale et ce débat de politique économique. Et vous êtes toujours tous les bienvenus au Conseil. D'ailleurs, il faut, Ron, que je vous invite quand on a des séminaires et des workshops sur des sujets bien précis, puisque vous êtes à la tête vous êtes un club qui s'occupe du social, qui s'occupe des gens, qui s'occupe du citoyen. Et j'espère que nous soyons tous de bons citoyens. Donc, merci. Je ne sais pas si je m'arrête ici et on ouvre un peu le dialogue pour que ça ne soit pas uniquement un monologue. Merci beaucoup, Monsieur Arbit, pour cette excellente présentation. Vous avez parlé de plusieurs points qui sont intéressants, mais dont la plupart de nos membres savent déjà. Vous parlez je pense que pour le Liban, c'est facile d'avoir des idées, parce que les Libanais ont beaucoup d'idées et de très, très bonnes idées. Cependant, pour les appliquer, c'est là où le problème commence. Vous parlez, il faut qu'il y ait des changements profonds. Vous parlez de réformes structurelles, vous parlez d'engagement de l'État à faire des élections. À mon avis, c'est pas suffisant. Restructurer les secteurs, ça va pas être suffisant. Il va y avoir l'instauration de taxes, sûrement. Il va y avoir on a besoin d'avoir une restructuration qui va vraiment dans les racines. S'il y a des élections dans les ministères, on aura toujours les mêmes personnes. Ce sera toujours des personnes qui appartiennent à ce parti ou bien à l'autre parti. La même chose, tout ce qui concerne les entités de l'État. Je pense, comme vous avez dit, l'éducation sur la civilité et surtout le patriotisme, c'est quelque chose que les Libanais doivent bien connaître et non pas une éducation qui est basée sur le fanatisme. Je vais vous poser sur votre présentation du début, avant de poser les questions qui ont été posées par des Rotariens, vous avez parlé que le CES était composé de 71 membres qui sont nommés par le gouvernement. Et bon, il y a le bureau de 9, bien sûr, il y a le président et tout ça, il y a le budget qui est fait par l'État. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'à partir du moment où on nomme des gens à des postes, ce n'est pas spécifiquement les meilleurs. Spécialement lorsqu'on parle d'un pays comme le Liban, qui est partagé avec des religions différentes et des rites différents. Ce qui fait que peut-être on va se retrouver avec une assemblée qui n'est pas faite uniquement de gens compétents. Il y aura des gens qui sont incompétents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour avoir des gens vraiment qui viennent du secteur privé, des indépendants, des gens qui ont de vraies idées et qui peuvent faire avancer les choses? Et ma seconde question, vous avez parlé de lobbying. De quel genre de lobbying vous parlez? Le lobbying au sein même du Liban ou bien du lobbying qu'on fait à l'international?
Je vais rapidement répondre, peut-être méchamment aussi, mais je le dis quand même. Il y a des incompétents, mais ils sont malheureusement représentatifs. Donc, bon, le mécanisme aussi, c'est un mécanisme très complexe. Je vous donne un exemple. Le gouvernement ne nomme pas, il y a un décret qui nomme les secteurs représentatifs. Par exemple, le secteur de l'industrie a 2 sièges au Conseil. Et de par le décret, le représentant officiel du secteur industriel est l'Association des industriels libanais. Ça, ce droit, ça a été donné par un décret, pas par la loi, par un décret. Donc, au moment où ils vont nommer l'Assemblée générale, la loi dit que le représentant, donc l'Association des industriels, doit proposer, doit nominer 3 fois le nombre de sièges dont elle a droit. Donc, ce qui est actuellement l'état, les industriels, le secteur industriel est représenté par 2 sièges sur les 71. L'association des industriels va nommer 3 fois les 2 sièges, et le gouvernement va en choisir nécessairement 2 des 6. Donc, l'idée que tant qu'il y a nomination, ça veut dire que le gouvernement et les partis politiques, parce que le gouvernement, c'est les partis politiques, c'est ça, il n'y a rien d'autre, vont nous amener des gens. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont obligés de suivre la nomination du représentant du secteur. Il reste 10 personnalités, Ashab al-Fikr wal-Kafa'at, bon, où le Premier ministre proposait des noms. Donc, c'est 10 sur 71. Mais tous les secteurs sont présents. Les industriels, les chambres de commerce, les commerçants, les banques, les ouvriers, qui vous voulez, les médecins, les avocats, ils sont tous là. Même, il y a 6 représentants des émigrés, il y a des associations sociales. Toute la société libanaise est représentée. Donc, c'est ça, cet amalgame-là, qui fait, c'est un petit Liban. D'ailleurs, c'est comme ça partout dans tous les conseils économiques et sociaux du monde. Donc, dire que parce que l'État va les nommer, ça veut être nécessairement des gens qui travaillent pour eux, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'indépendants, j'en fais partie, et ils travaillent. Maintenant, la qualité et l'application de chacun, ça dépend un peu de tout. Mais vous savez, dans tous les conseils du monde, il y a des gens qui sont très actifs et d'autres pas. Donc, sur les 71, je pense qu'il y a une bonne trentaine de collègues qui sont très actifs et très engagés dans diverses causes. Il y a 8 commissions, c'est comme le Parlement. Bon, au Parlement, il y en a plus, mais nous avons 8 commissions sur commission des secteurs productifs, commission de la femme, de l'environnement. Enfin, c'est très diversifié. Bon, le deuxième point, vous m'avez dit le lobbying. Comment on peut faire? Écoutez, les avis que nous donnons au Conseil ne sont pas nécessairement mulzimines, comment je vais décrire ça. C'est pas des avis obligatoires, mais c'est des avis qui ont du poids parce qu'ils viennent de tous ces secteurs-là. Et c'est comme ça qu'on a pu faire le lobbying pour leur imposer un changement de loi et une modernisation de loi. Ce n'était pas facile parce que dans les années 92-13, quand ils étaient en train de discuter la mise de la loi sur le Conseil, les parlementaires n'étaient pas très chauds pour ce Conseil-là. On va faire un Conseil. Bon, nous, maintenant, on leur dit, on est un peu le petit frère pour vous, donc on peut vous apporter des idées, on peut vous emmener des études, on peut vous donner des conseils, mais les politiciens ne sont pas très, très contents. C'est partout dans le monde. Mon confrère français m'a toujours dit, les conseils économiques sociaux sont toujours mal aimés, mal compris. Donc, mais c'est un peu notre rôle. Donc, comment on fait du lobbying? On a nos petits trucs là pour gêner de temps en temps, pour en faire une histoire d'avis public, d'opinion publique. Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens, mais on peut arriver. On peut arriver. Très bien, merci beaucoup. Vous avez Monsieur répondu. Canaan a demandé la Oui, parole. je passe la parole à Vice-président Joe Canaan. Joe, s'il te plaît, la parole est à toi. Joe, tu peux unmute, please. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Charles,
on a reçu 1,1 milliard de dollars à titre de donation non conditionnée. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette donation? Ce n'est pas une donation. Pour les shahadat l'idée, ce n'est pas une donation. Hein? Je parle de quel on va dire ça, shahadat l'idée c'est pas une donation ce que nous avons reçu. Mais de toute façon, que j'explique un peu, à mon avis, enfin, again, je dis in my opinion. Moi, je pense que la politique du gouverneur actuellement, c'est de reconstituer ses réserves, les réserves de la Banque centrale. Je ne défends pas, je décris ce que je pense qui est, parce que vous savez, dans ce niveau-là, c'est pas très facile d'avoir des informations. La Banque centrale a pour politique de reconstituer ses réserves parce qu'ils ont utilisé une grande partie de ces réserves-là. Et c'est ce qui a amené à ce que la Banque centrale ne puisse plus intervenir pour soutenir notre monnaie nationale. Avant 2019, vous le savez tous, le dollar était stabilisé à 1500 000. La façon de stabiliser était très, très simple. C'est de pouvoir intervenir à tout moment pour répondre à toute demande de devises. Et à l'époque, la Banque centrale avait les réserves nécessaires pour pouvoir intervenir. Avec tout ce qui s'est passé depuis, la Banque centrale a perdu une grande partie de ses réserves. Et il ne lui restait plus que les réserves obligatoires des banques qui sont finalement, ça c'est de l'argent, c'est pas un argent public, c'est pas l'argent de l'État. Ça, c'est les réserves obligatoires des banques et par conséquent, c'est l'argent des déposants. Donc, par la loi, la Banque centrale n'a pas le droit de toucher à ces réserves-là parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Donc, dans sa politique, il est en train d'essayer de reconstituer ces réserves. Les shahadat l'idée, je perds le nom en français, excusez-moi, que nous avons reçus, et ça, c'est pas 1,1 milliard, c'est dans les 800 millions pour corriger le chiffre. C'est les droits de tirage. Donc, ça, c'est ce que nous avons reçu. Je pense qu'ils ont été mis à la Banque centrale pour reconstituer les réserves. Il y a toutes les devises qui rentrent des transferts qui se font de l'étranger. Et il y en a, on n'a pas beaucoup perdu à ce niveau. Une grande partie de ces réserves est en train d'être faite avec OMT, qui reçoit des dollars de l'étranger et qui paye une grande partie en livres libanaises. Bon, maintenant, si vous voulez que je passe 2 mots sur cette politique-là, encore une fois, je décris, je ne donne pas un avis ni positif ni négatif. Maintenant, si vous voulez mon avis personnel, je vous le donne. Le gouverneur de la Banque centrale est en train d'essayer de reconstituer ses réserves, d'une part. D'autre part, il a bloqué complètement la masse monétaire en livres libanaises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la liquidité en livres n'existe pas. Donc, par conséquent, il n'y a pas de demande sur les dollars parce que pratiquement, vous ne pouvez plus acheter les dollars. Sauf si vous payez. Maintenant, le taux du dollar qui est, disons, à 20 000 livres, effectivement, il est 11% plus haut. Pour la simple raison que si vous avez des livres libanaises dans votre compte, vous devez payer d'une façon directe ou indirecte 10 à 11% en plus pour les liquidifier en livres libanaises frais, parce qu'il y a maintenant des dollars frais, il y a des livres frais. Ça vous coûte aujourd'hui 9 à 11%. Donc, le vrai taux de change, the real price of dollar, c'est 20 000 plus 11% pour avoir cette liquidité pour pouvoir les avoir. Tout ça est en train de créer une certaine pression, il est en train de ralentir la demande. Maintenant, est-ce que c'est sain? Évidemment que ce n'est pas sain parce que dans une cash économie dans laquelle on vit, il y a impossible de pouvoir voir ni de la croissance, ni de la création d'emplois, ni rien. Nous sommes en train de faire du surplace, le temps de faire passer. On fait passer du temps jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation dont j'ai parlé avant, de regional settlement, qui puisse nous remettre un peu sur une piste de reprise et de relance. Bon, le Premier ministre a un projet de relance, mais je pense qu'il est encore, il a besoin d'être encore vu et revu. Et il est venu nous le présenter au Conseil. C'est très macroéconomique. Et il n'y aura, à mon avis, rien avant les élections. Rien de tout ça. Ni les négociations avec le FMI, ni le plan de réforme, ni rien.
on est en période de stagnation jusqu'après les élections, si elles ont lieu. Merci beaucoup, M. Arbid. Je vais passer maintenant à une question qui vient de Rotarien Guillaume Bourgogne. Alors, comment le CES fait-il pour imposer ses propositions au sein du système politique? C'est 3 questions. La seconde question, peut-on comparer le CES à un mix entre think tank et cabinet de lobbying? Et troisième question, comment éviter cette dégringolade vers l'extrême pauvreté qui semble se profiler selon vous? Vous allez me montrer les 3 questions pour que je puisse les répondre une à une. Donc, allez-y, on reprend depuis la première, s'il vous plaît. Oui, vous avez répondu à quelques-unes, c'est vrai. Non, mais dites-les moi, parce que je regarde un peu sur mon chat, je ne les vois pas. Alors, c'est le premier, c'est de la part de GB. Alors, comment le CES fait-il pour imposer ses propositions au sein du système politique? Comment nous imposons par un système de lobby. Donc, c'est en contactant directement les parlementaires, les partis politiques, en essayant de convaincre, en amenant des études bien ficelées, bien avec aussi, il faut dire que certains de nos collègues dans le Conseil sont naturellement aussi affiliés à des partis politiques. Donc, nous utilisons ces créneaux-là pour essayer de convaincre. Donc, on impose par la sagesse, on impose par le bon sens, on impose par un mouvement, par une certaine mouvance. Nous arrivons parfois non, mais c'est le rôle du CES. Nous n'avons pas la possibilité d'imposer. Nous essayons de convaincre. C'est plus difficile, mais c'est jouable, ça se fait. Et les partis politiques ont toujours besoin de contenu. Hein. Ils n'ont malheureusement pas de content au niveau de ces politiques-là. Donc, quand vous leur apportez des idées nouvelles, quand vous leur apportez des choses, ils les prennent. Maintenant, ils demandent tout le temps d'avoir le ownership. Il faut les faire gagner de temps en temps, leur donner des bons points. Mais vous arrivez, c'est un système qu'il faut connaître. Mais c'est amusant de travailler avec les politiciens. C'est amusant parce qu'ils pensent que c'est eux qui savent tout. En fait, ils ne savent pas grand-chose sur ce que nous faisons, sur nos secteurs à nous. Ils savent en politique comment se faire la guerre, mais ils ne savent pas comment sortir des projets, des lois, des produits et tout ça. Tout ça, on sait faire. Donc, on leur donne du contenu et on leur dit, allez, signez, mais faites. Le problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de rapports qui sont donnés, beaucoup d'idées, mais ça va dans des placards. C'est rangé dans des tiroirs, ils ne sont pas utilisés. Non, pas tout le temps. Parfois, il y a des idées simples qui passent. Il faut toujours avoir quelqu'un derrière. Je vous dis, on a eu l'occasion avec notre projet de loi. Il y a 2 ans, c'était impensable qu'on puisse changer la loi du Conseil. Personne ne voulait en parler. C'est quoi ce truc? À la limite, s'ils pouvaient fermer le Conseil, ils l'ont fait. Mais au fur et à mesure, à force de faire de lobbying, d'avancer, on a mis la loi, c'est passé dans une première commission. Demain, il y a 2 commissions aussi sur cette loi. Mais je vous dis, dans quelques semaines, vous allez être agréablement surpris. Vous allez voir que si vous suivez le truc, vous pouvez arriver. C'est jouable. Très bien. Comment éviter cette dégringolade? Il y avait une deuxième question pour monsieur, non? Il y a 3 questions. La deuxième, peut-on comparer le CES à un mix entre think tank et cabinet de lobbying? Oui, je dirais oui. C'est bien décrit. Cabinet, ce n'est pas un cabinet de lobbying, mais disons une force de lobbying, un lobby group, quoi. Et la troisième question, comment éviter cette dégringolade vers l'extrême pauvreté qui semble se profiler selon vous? J'ai dit education, rien d'autre. Très bien. Je passe à une autre question de notre président, Roni Farra. Beaucoup de lois ont été votées, mais non applicables par manque de brevets d'organisation. Est-ce que le CES pourrait faire le travail nécessaire, une loi pour les handicapés par exemple, ou bien une loi pour le gaspillage alimentaire? C'est les décrets. Les décrets, voilà, je voulais… Pardon. Décrets, là, on est en train de parler des décrets d'application. Bon, ces décrets-là, d'habitude, c'est le gouvernement qui les fait, qui les sort. Et c'est le ministère, enfin, tout dépend de la loi, mais le ministère concerné qui sort ces décrets. Encore une fois, je vous dis, chaque loi proposée,
il y a un ownership à quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière, puisqu'il y a des parlementaires qui ont signé. Le problème, c'est qu'ils lâchent, ils font passer la loi, ils s'arrêtent. Ils ne continuent pas le process. Il faut, avec la même mouvance, avec la même force, avec la même synergie, avec la même énergie, continuer à ce que le décret d'application sorte. C'est une autre bataille, c'est une deuxième bataille. C'est une question de souffle. Malheureusement, certains de nos parlementaires n'ont pas le souffle. Et c'est là notre rôle à nous tous. C'est vrai qu'il y a des lois où il n'y a pas de décret. Et parfois, c'est un jeu politique. Ils font sortir la loi parce qu'à ce moment-là, il y a un mood global où on a besoin de sortir cette loi pour créer victoire. Vous savez, le Parlement, c'est une machine. Il doit sortir des produits, sinon il s'arrête. Donc, après, on bloque au décret. C'est là où les ONG, les gens comme nous, les gens comme vous, on doit tout le temps pousser. Mais c'est très particulier. C'est ceux qui ont intérêt qui doivent continuer parce que ces décrets d'application sortent. Et c'est encore une fois, je vous dis, c'est jouable, mais il faut les suivre, il faut les pousser, il faut les gêner, il faut en parler, il faut en faire une histoire d'opinion publique. C'est du lobbying. En parlant d'éducation, notre club a aidé plusieurs écoles après le 4 août. De plus, nous avons un projet pour enseigner le coding à 10 000 élèves dans 15 écoles, dès que nous aurons trouvé les fonds, des fonds qui sont aux alentours de $200 000. Est-ce que le CES peut faire quelque chose dans ce sens-là en parlant d'éducation? Écoutez, nous avons une commission d'éducation. Nous sommes assez proches du ministre de l'Éducation et de Madame Hariri, qui est la présidente de la commission d'éducation au Parlement. Nous avons eu plusieurs débats, plusieurs réunions, plusieurs exercices. Mais vous savez, l'éducation, là, il faut que je puisse passer à un niveau, je dois être plus franc en disant, l'éducation au Liban, la base de notre éducation est dans le système éducatif privé, qui actuellement, depuis la crise, souffre. Et vous connaissez, parce que les parents n'arrivent plus à payer les scolarités. Donc, le système éducatif est en train petit à petit de dégringoler. On voit une migration du secteur privé vers le secteur public. Beaucoup de parents ne peuvent plus payer les scolarités, donc ils envoient leurs enfants dans le secteur public. À mon avis, pour qu'on ait un système éducatif, il faut surtout renflouer le système public en premier. Parce que le système privé, les écoles privées, il y a toujours des alumni, des associations d'anciens, ils arrivent à se débrouiller, surtout dans les écoles catholiques, parce que nous sommes assez proches de ces écoles. Et je vous dis, il y a un grand débat qui se fait au Conseil là-dessus. Donc, si vous avez un intérêt, écoutez, venez, on vous mettra en contact avec tous ces gens. Et on a fait plusieurs réunions de dialogue quand il y avait eu les grèves, parce qu'il faut dire qu'il y a tellement de problèmes que parfois on est obligé aussi et acculé à intervenir sur un problème du jour. Donc, il y a les politiques publiques, il y a les politiques, ce que nous pensons dans les années à venir, mais parfois il y a un problème où on est obligé de se pencher et on a fait beaucoup de choses. Donc, si c'est un sujet que vous considérez important et intéressant de se voir, oui, on vous invite à venir au conseil, on vous fera un forum là-dessus, mais je vous dis dès maintenant, vous allez être approché pour des aides. Les besoins sont énormes à ce niveau-là, énormes. Mais sachez que aussi dans notre budget, vous savez qu'il y a 8 à 9% de notre budget va à l'éducation. La facture de l'éducation est extrêmement élevée au Liban, avec cette quantité énorme de professeurs, et bon, vous connaissez le reste. Vous connaissez le reste. Toute l'administration est gonflée. 330 000 personnes encaissent les salaires de l'État et de l'agent public. 330 000 personnes. Et une des réformes demandées par le Fonds monétaire, c'est de réduire cette administration, de la rendre plus efficace, de la rendre plus flexible. Mais le problème, c'est que de ces 330 000, avec toute la pression actuelle, peu ont quitté. Monsieur Hariri, il me reste 3 questions et je vous prie, si possible, d'y répondre brièvement si vous pouvez. La première question vient de President-elect Remzi Abou Samah. Bonsoir. Beaucoup de partis politiques ne sont pas chauds pour la décentralisation administrative.
surtout ceux dont leurs partisans et affiliés ne participent pas assez aux taxes à payer à l'État, mais en profitant en contrepartie du budget central de l'État. Comment pourrait-on changer ce cap et faire la modification pour la décentralisation administrative qui serait une solution juste, efficace et équitable? Déjà, je salue Ramzi et je lui dis, j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Ce qui est un peu bizarre dans si j'ai cru comprendre, c'est ces mêmes gens qui sont théoriquement contre la décentralisation, si je ne me trompe pas, ils appliquent la décentralisation dans leur région. Ils ont un système d'électricité propre. Pour le problème des déchets, c'est réglé chez eux. Le problème de sécurité est assez réglé. Et tout ça est fait. Donc, il faut ouvrir le débat. Il faut ouvrir le débat. Il faut beaucoup de courage. Il faut dire, si vous voulez qu'on vive ensemble, it's the only way. Ça, c'est le pacte social que nous voulons faire, la décentralisation. Maintenant, des gens payent des taxes, des gens ne payent pas. La décentralisation est une des solutions où vous serez obligé de payer. C'est un peu comme l'histoire de l'électricité. Le moteur du coin, l'abonnement au moteur, vous êtes obligé de le payer, sinon le mec, il va vous baisser le disjoncteur. Mais quand il s'agit de payer la facture de l'EDL, on va voir, vous revenez demain, machin, etc. Donc, il y a des solutions. Et je pense qu'on va naturellement, par gravité, on va dans cette direction-là. Moi, j'avais proposé de créer un ministère pour le débat sur la centralisation. Ça n'a jamais été retenu. Mais ça, c'est politique. Mais on y arrive, on va y arriver. Ma prochaine question est de Past President Hagop Danzigian. Il trouve que ce n'est pas... Je pense que ce qui n'est pas amusant, c'est que le peuple a perdu son argent. Et dans combien d'années allons-nous récupérer nos fonds perdus, si tout va bien, à votre avis? Écoutez, moi, je suis de ceux qui sont, comme tout le monde, j'ai de l'argent bloqué à la banque, mais je vous dis, moi, je ne comprends pas comment l'association des banques, et je suis en contact permanent avec eux, comment l'association des banques qui représente le secteur bancaire du Liban n'a pas encore avancé une feuille de route pour nous rassurer et pour nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire dans les 2, 3, 4 années à venir. On n'a pas vu de plan venant de... le gouverneur de la Banque centrale a proposé un plan. Le Conseil des ministres passé avec le président Diab avait proposé un papier, mais bon, je ne vais pas commenter là-dessus. Il y va du devoir de l'association des banques de nous rassurer, de nous dire comment ils vont... il faut dire que les banquiers, maintenant, ils ne sont pas très coincés, contrairement à ce que les gens pensent. Ils ont, je vous dis, les banquiers, ils ont leur capital et leur profit. D'un côté, ils se sont endettés de nous, et d'un autre côté, ils ont endetté l'État. Ils ont avancé des fonds à l'État. Donc, ils vous disent, quand l'État va nous rendre, on va vous rendre. Non, monsieur, parce que nous, quand on a placé notre argent chez vous, vous ne nous avez pas dit où vous allez les placer. Donc, il va de votre devoir de nous rendre cet argent. Mais ce qui est encore bizarre, monsieur Danzigian, c'est que nous n'avons pas vu un changement dans aucun conseil d'administration de banque. Nous n'avons pas vu, comme je l'ai dit, une feuille de route pour sortir. Ça, il faut pousser les gens responsables directement. Et je sais que ce que je dis est en train d'être recorded, et je le dis partout, c'est à l'association des banques de prendre l'initiative et de nous dire, à nous déposants, ce qu'ils comptent faire. Mais nous prendre à l'usure, vous savez, il y a 2 ans, les dépôts étaient de 170 milliards. Aujourd'hui, ils sont de 102. C'est bien, sympathique. On a enlevé 68 milliards de dollars. Et après, si on continue comme ça, dans quelques années, on y va où? Maintenant, au niveau personnel, est-ce que j'ai l'impression que nous allons perdre? Je ne pense pas que nous allons tout perdre, mais évidemment, nous n'allons pas tout récupérer. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Lorsque vous avez commencé, vous avez parlé des Rotariens. Vous avez dit qu'on était des doers. C'est vrai, mais avant d'être des doers, nous sommes des leaders. Et je pense que l'État libanais devrait apprendre, et s'il pouvait prendre le modèle du Rotary,
ce serait un État qui se porterait très, très bien, qui aurait beaucoup d'argent et il serait surtout très efficace. Et, vous savez ce que vous êtes, M. Milquet? Pardon? J'ai beaucoup d'amis rotariens, je ne suis malheureusement pas rotarien, mais vous êtes de bons citoyens. Et ça, j'aime bien. Merci beaucoup. Vous êtes de bons citoyens. Ce n'est pas et être doux et être leader, c'est plus facile que d'être un bon citoyen. Et vous êtes de bons citoyens, bravo. Et gardez ce souffle. Merci. Et quand je vois Ron, par exemple, il me donne beaucoup de courage. Moi, j'ai connu Ron Farra quand il est venu me parler du food bank. Je dis, putain, ce mec, ça m'avait fait vraiment. J'ai malheureusement pas pu beaucoup aider, mais je vous dis, les Rotariens sont des gens qui hamnin ham, donc c'est des gens qui portent un peu la cause. Et bravo. Et vous faites beaucoup de choses et vous parlez très peu. Vous savez, j'ai un ami qui m'a toujours dit, qui me rappelle ce fameux dicton, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Donc vous faites du bien sans bruit. Bravo. Merci. C'est vrai, nous sommes des passionnés, nous sommes des hommes et des femmes intègres qui travaillons de tout cœur et on s'investit, que ce soit avec notre temps, avec notre argent, grâce à nos connaissances et le lobby que nous avons à travers le monde pour aider des causes justes et pour aider le maximum de personnes possibles qui sont dans le besoin. Merci encore une fois, M. Arbid. Je vais passer maintenant la parole à Président Ronnie, qui a quelque chose à vous présenter. Ah, j'ai réussi là. Ça veut dire préparer le test. Président Ronnie, la parole est à toi. If you can unmute. Sorry, j'ai perdu l'image. Monsieur Arbid, nous vous remercions beaucoup pour cette intervention ce soir qui a éclairci un peu nos esprits et qui nous montre qu'il y a des gens valeureux dans ce pays qui travaillent quand même. J'ai le plaisir de vous offrir ce certificat d'appréciation et je vous invite aussi à penser à rejoindre notre club ou un des 28 Rotary Clubs qui travaillent au Liban et qui aident leur communauté tout autour d'eux. Merci encore, merci pour cette soirée. Moi, je vous remercie à tous et je suis ravi et honoré par ce certificat et je serai ravi de rejoindre votre club. Je ne pourrai pas donner autant de temps que vous, malheureusement, mais j'aimerais avoir l'occasion de soutenir ce que vous faites. Donc, dites-moi quand je peux vous aider, je suis à vos côtés et il faut qu'on puisse donner un peu ce souffle positif que vous donnez. Ben, bravo. Et voilà, je vais vous... Merci beaucoup, Monsieur Arbid. Merci, c'était vraiment un réel plaisir. Je vous applaudis. Merci, merci infiniment. Merci. Et dans l'espoir de vous voir très, très bientôt. Et comme Président Ronnie a dit, en espérant de vous voir un des nôtres, un de ces jours. Sur ce, pour notre réunion du 30 mars, nous avons Rotary and the United Nations. UN and Rotary International are facing common challenges. Let's face them together. Ce sera avec le Past District Governor Jean-Luc Perrin de Rotary International et le représentant du Rotary au United Nations de Geneva. Je vous remercie pour votre présence. Merci encore une fois, Monsieur Arbid, et je vous dis tous à très bientôt. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.